Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Julien que vous connaissez déjà. Hello. Et Jérémy. Salut. Alors on va explorer aujourd'hui une ligne de défense de l'armée de la Seconde Guerre mondiale. Bon alors c'est un petit peu la jungle hein. Heureusement c'est plus trop l'été, il n'y a plus trop de feuilles sur les arbres. Mais ça reste assez scabreux. Alors là, l'idée tout de suite, c'est de rejoindre le bord du lac pour observer le tout début de la ligne avec des Toblerones dans l'eau. Pour l'instant, c'est toujours la jungle. Regardez un peu. Ok, ça y est. Voilà. Premier point de croisement. Il y a encore les puits dans la route. Zone de marais ici. C'est vraiment comme sur la ligne de Gampalen, dès qu'on approche du lac, on a vraiment toute une zone comme ça, très marécageuse. Ok, ça y est, on y est. Regardez voir cette belle ligne. Magnifique. Avant d'attaquer plus loin l'exploration, 2-3 infos. Donc la ligne, elle court entre le lac de Neuchâtel et le lac de Morat, entre les villages de Cudrefin et Valamand. Et elle mesure environ 5 km de long. On retrouve sur son axe près de 17 ouvrages, ainsi que près d'une quinzaine de points de passage avec des routes ou des chemins. Voilà le point de passage numéro 2, c'est ici qu'on a démarré cette vidéo. Vous vous en doutez, le barrage ne se suffit pas à lui-même, comme je l'ai dit avant. On a par là au-dessus un ouvrage anti-char qu'on va aller voir tout de suite. Alors il est placé évidemment légèrement en retrait par rapport à la ligne du barrage. Et il comportait à l'origine un canon de 4,7 cm. Donc là on retrouve encore les vestiges du chemin d'accès à l'ouvrage. On a ici l'accès principal avec une belle grille. Une belle défense intérieure aussi. Premier créneau ici. Et l'antichar se trouve derrière. Il y a encore une porte ici, une porte blindée qu'on ne va pas pouvoir franchir parce que l'ouvrage a été soudé. Voilà. Un bel ouvrage qui surplombe la petite plaine du bord du lac d'environ 20-30 mètres, on peut dire ça. Depuis le premier ouvrage, on retrouve un rempart naturel puisqu'il y a un versant qui permet d'accéder au plateau supérieur entre le lac de Neuchâtel et le lac de Morat. Et on rejoint le point de passage numéro 3 ici, avec un pont amovible. On pouvait ôter la passerelle pour couper tout accès à l'ennemi. C'est ici que démarre ce fossé anti-char qui se prolonge ensuite jusqu'au P4, point de passage numéro 4. C'est la route principale en fait. Et par là-bas, on aura les prochains ouvrages de la ligne. Donc il faut savoir ici que la route a été élargie depuis. Donc la ligne de fortification a été un petit peu raccourcie, on va dire. Et on avait également aussi dans les environs un dépôt barricade. Sur la route se trouvaient des puits pour pouvoir installer la barricade. Tout ça a disparu aujourd'hui. Mais la ligne se poursuit par là-bas en direction du lac de Morat. Mais avant d'aller plus loin, on va aller observer l'ouvrage de défense qui se trouve là-bas. C'est parti. On est sur la même configuration que le premier. L'entrée, créneau d'observation, ensuite 3 embrasures. Probablement la même chose, anti-char, observation et mitre. En fait, il ne défendait pas le point de passage numéro 4 qu'on vient de voir, mais la portion suivante du mur. Et c'est l'ouvrage suivant qui défendait le P4. Dans les barrages anti-char, ça fonctionne souvent un peu en feu croisé comme ça. Tout simplement pour une question stratégique. Vous voyez qu'on a déjà fait un petit bout. Le 1102, deuxième ouvrage qu'on vient de voir, il est là. Il défendait cette portion de mur qui se trouve là. Et la première portion où on avait le point de passage numéro 3 et 4, eh ben, c'est cet ouvrage qui le défendait.
Ah, celui-là, il a encore les... Il a encore les caches pour les embrasures, excellent. Regardez un peu. Petite anecdote pour ce 1103, c'est un ouvrage test. On a posé des camouflages pour masquer l'entrée de cet ouvrage. Et c'est donc le seul ouvrage de toute la ligne qui possède un treillis comme ça. Et d'ailleurs il est encore là, hein, on a de la chance parce que souvent les treillis de camouflage ont tendance à être enlevés au fur et à mesure de la liquidation des ouvrages. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir ça aujourd'hui. Alors on va pouvoir rentrer un bout dedans. Donc simplement hop. Voilà. Vous voyez que ça donne un effet sympathique avec les feuilles dessus. Malheureusement, c'est aussi ce genre de truc qui accentue, qui accélère le processus de dégradation de ces camouflages. Et on va pouvoir rentrer dans la première partie, là où on a le créneau d'ops, pardon. Alors comme au bunker du Jolimont, hein, on avait ces petites plaques ici qui pouvaient se placer dans l'embrasure pour la fermer. Défense intérieure, canal à grenade qui a été bétonné, et ici nous avons la porte qui n'a pas une serrure officielle, hein, ça a été retapé tout ça. Mais on va pas pouvoir rentrer dedans. Voilà, point de passage numéro 5. On retrouve ici un fossé anti-char. Je suis un petit peu à contre-jour, j'espère que ça crame pas trop. Fossé anti-char pour le passage. On aperçoit déjà au bout ici le point numéro 6, avec encore une fois un pont amovible. Tout comme ici d'ailleurs. Voilà encore ce fossé qui se prolonge jusqu'au point de passage numéro 6, qui est assez étonnant d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de chemin qui se poursuit de l'autre côté. Par contre, c'est à partir de ce point qu'on a de nouveau une rangée de dents de dragon. Cette ligne de barrage servait en fait à empêcher l'arrivée d'ennemis en provenance du nord ou de l'ouest du pays. Et on avait d'ailleurs, j'ai oublié de le dire avant, il y avait encore un petit ouvrage, le 1100, et il se trouve en fait en avant de la ligne. C'est assez étonnant. C'était sûrement une sorte d'avant-poste mitre qui servait à défendre en première ligne, on va dire. Mais c'est étonnant parce que c'est le seul sur toute la ligne. Et c'est une configuration plutôt rare, on va dire. En bout de cette ligne de dents de dragon, on arrive déjà au P7, le point de passage numéro 7. Avec ici encore le dépôt barricade, donc là où se rangeaient les éléments qui venaient fermer la route. On retrouve encore ici une inscription qui annonce finalement la date de construction, par qui ça a été construit. En 1941, donc on est vraiment comme annoncé sur une ligne de la Deuxième Guerre. Passé ce point, le barrage continue sous forme de mur et on retrouve à l'entrée de la forêt un ouvrage de défense mitre qui couvrait toute cette portion en dents de dragon. Mais ce n'est pas tout. Il y a de l'autre côté, donc à l'arrière du mur, dans la zone défendue, un ouvrage anti-char encore, pour défendre la portion précédente, là où se trouvaient les points de passage numéro 5 et 6. C'est juste là, hein? Il est juste au-dessus, ouais. C'est joli de passer dans ces couleurs comme ça. Oh putain, ça fait mais quelle idée ça, des recherches de bunker. C'est vrai que c'est sacrément bien enfoui ces affaires. Il est là. Ah non, c'est
Je viens de me ramasser une branche dans l'œil, purée. Ouais, en fait, le chemin, il est juste là. Ouais. Mais si tu sais pas qu'il y a le chemin qui mène au bunker, bah tu le vois pas, quoi. Putain, quelle merde. Waouh. C'est tout la même config, de toute façon. Ouais, soudé aussi. Il est soudé aussi. On va regarder les embrasures un petit peu. Voilà, on a trouvé le 1104. 1104 Alors là, je sais pas si c'est d'origine, les motifs là, mais c'est très joli en tout cas. Autant si ça a servi de camouflage, bah, c'était tout à fait esthétique en même temps. Oh, il est beau. Il est magnifique. Trop beau. Regardez ce camouflage, mais c'est juste une merveille de voir comment ça a été peint et dans quel état c'est aujourd'hui encore. On dirait que c'est presque neuf, franchement, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Puis ces embrasures, mais c'est toujours quelque chose à voir. À partir de ce point, le barrage anti-char n'existe plus physiquement, on va dire. Il y a la forêt. Et la ligne reprend un peu plus loin avec un contre-ouvrage d'un ouvrage anti-char dans une configuration que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit d'un ouvrage hexagonal. Vous pouvez aller regarder la vidéo sur les fortifications du Jolimont. La région en est remplie. Voilà ici cet ouvrage avec son entrée. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Soudé. Il y a une belle soudure là. Donc ce sera pas possible de rentrer, mais allez regarder le Jolimont. Là on a pu rentrer dedans. C'est intéressant la configuration à l'intérieur. Petite particularité ici, on retrouve effectivement un crénomètre comme sur l'un des ouvrages qu'on avait vu au Jolimont aussi. Dans la deuxième partie Jolimont, je précise, deuxième vidéo. Et droit en face, je vous ai dit, hein, celui-ci est un contre-ouvrage. Et ben nous avons l'ouvrage principal juste là, avec canon anti-char, puisque ici, derrière, on retrouve le barrage anti-char physique, donc avec vraiment un obstacle concret. Comme je vous ai dit, la ligne a été rompue, on va dire, volontairement, parce qu'en fait, il y a un vallon naturel avec un ruisseau, et tout ça formait en fait un obstacle déjà présent dans le terrain, donc c'était inutile de le renforcer plus que ça. Et voilà ce magnifique ouvrage, encore une fois. Configuration similaire, une nouvelle fois. Et vous avez vu, l'entrée ici, c'est différent quand même. On a un mur qui cache en fait la porte. On va sortir la lampe. Ah, vous voyez, il y a encore le volet ici qui cache l'ensableur. Petit cadenas officiel BBB. Oh, puis celui-là, il est ouvert. Magnifique. Magnifique, regardez voir. Trop beau. Alors, ah bah, le bruit, il est glauque. Hein. Jérémy est déjà dedans. Alors, on a ici le créneau de tir mitre qui s'ouvre avec ces deux panneaux. Il fallait les soulever et les faire glisser de côté. Ce qui nous donne accès après au champ de tir ici. Bon, il y a le volet du camouflage qui renferme l'embrasure. Et il y avait un petit système pour empêcher le retour accidentel. Bien qu'au vu du poids de la plaque, il fallait quand même le faire. Ici, on a encore les fixations pour la mitre, pour tout le système de la mitre. C'était donc un système suspendu. Le balayage pouvait se faire sur un champ d'environ un peu moins que 90 degrés. Alors, juste après le crénomètre, on a créneau d'observation. Et ensuite, le canon anti-char. On voit ici encore le socle où il reposait. On peut encore voir ici le prolongement qui a été fait dans les années 50. Parce qu'il faut savoir que l'ensemble de ces ouvrages avait des canons de 4,7 à l'origine, qu'ils ont été ensuite changés avec des canons de 9 cm. Ici, nous avons la trappe de l'embrasure du canon. Le système a un peu grippé depuis. Et voilà,
Par là, on sortait le tube du canon pour pouvoir faire le tir. On voit pas grand chose à l'extérieur parce qu'il y a un panneau pour fermer l'embrasure. On a encore une petite particularité dans ces ouvrages qu'on retrouve un peu dans l'ensemble de ces ouvrages anti-chars de la ligne. Il y a un niveau inférieur, alors on va aller jeter un petit coup d'œil en bas. Petit détail intéressant, on avait ici une barrière qui permettait aux soldats affectés à la pièce ici en haut d'éviter de tomber par la trappe si celle-ci restait ouverte comme actuellement. Maintenant on descend. Donc voilà, une petite pièce. C'est là où se trouvait la ventilation. On avait des machines par ici, on a encore les numéros qui permettaient de donner les indications de l'ordre des opérations. On avait également un système d'alimentation en eau. On voit d'ailleurs qu'il y a un écoulement ici et qu'ici devait se trouver je ne sais pas qu'est-ce qui s'y trouvait en fait. Très bonne question. Si vous le savez, notez-le dans les commentaires, c'est toujours bien. Et la petite pièce encore. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Par contre, on a encore de la tuyauterie. C'est là que passait l'air, puisqu'on voit que tout ça finissait ici, vers les machineries de la ventilation.